Faux, je suis pas islamophobe. Enfin, pas que. Je suis aussi antisémite. Il y a des parties de toi qu'on voit jamais? Oui, bien sûr. Lesquelles? Celle-ci, par exemple, là où je suis en train de te parler, je te parle très sérieusement et j'ai pas envie de faire de blagues et ça, je le fais pas sur scène. Alors moi, j'ai pas une tête d'humoriste. C'est pas une question. Désire des choses simples et travaille ce truc-là parce que le plaisir long est beaucoup plus intéressant. J'essaie de désirer ce qu'on a, quoi. Salut Haroun. Salut. Ça va? Ouais, très bien, toi. Ça va, ça va. Bon, je suis hyper content de t'accueillir ici sur Coup d'État. En plus, c'est la reprise de la saison 2 de Coup d'État X, donc nos interviews d'entrepreneurs. D'accord. Donc aujourd'hui, bon, toi, tu es humoriste, Ouais. tu fais du stand-up, enfin, tu appelles ça des pasquinades maintenant. Ouais. Aujourd'hui, donc on va parler un peu de ton côté entreprenant. J'aimerais bien qu'on discute un peu dans tout ça. Ok. Tu as un parcours qui, moi, me fascine, qui est entre l'école de commerce, ensuite ta propre boîte de formation par l'improvisation théâtrale, Ouais. et puis le stand-up, et maintenant les pasquinades. On sent qu'il y a une espèce d'évolution qui te pousse, qui te tire. C'est quoi le moteur de cette évolution? Il y avait toujours l'humour en tête, même quand j'étais en école ou quand je faisais de l'impro théâtrale dans les entreprises. Il y avait toujours l'humour derrière la tête. C'est les sensations, je pense. C'est le fait de vivre des choses qui m'intéressent, qui m'attirent et j'ai envie de les vivre. Donc je fais tout pour réaliser mes projets et en fait l'indépendance ou le fait d'entreprendre, c'est dans le but de réaliser ces projets-là parce que j'ai pas envie d'attendre qui que ce soit pour le faire. Parce que je voyais une interview de toi l'autre jour où tu parlais du fait que tu n'étais jamais allé bosser en tant que salarié quelque part. Ouais. Parce que tu avais un peu peur que ça t'aide pas et que ça te corresponde pas. Ah non, mais ça me correspondait pas, j'en étais sûr. Ouais. J'ai quitté mon stage de fin d'études au bout de 3 mois parce que j'arrivais pas à tenir dans un bureau devant un ordinateur. J'ai besoin de me lever pour réfléchir, j'ai besoin d'arriver tard parfois, d'arriver très tôt parfois. J'ai pas envie d'avoir des horaires. J'arrive pas à m'habituer au fait d'avoir une routine. Il faut que tous les jours soient différents. Même les projets, il faut qu'ils soient toujours différents. Il faut que je rebondisse. Je pense que j'adore la scène, par exemple, mais j'aimerais bien faire d'autres choses que de la scène pour y revenir un peu plus fort, un peu plus différent, un peu enrichi d'autres choses. Et donc, j'ai besoin d'aller toujours voir plein de choses différentes tout le temps. Et pour ça, le boulot en entreprise, ça m'allait Ouais. pas. C'est trop restreint à une seule tâche. Oui, et puis c'est trop régulier. Et en plus, j'ai l'impression qu'il fallait que je demande des autorisations tout le temps et ça m'agaçait. Ok. Donc toi, tu as vraiment besoin d'aller éclater sur plein de sujets différents avec un fil rouge qui est l'humour. C'est Ouais. quoi ce besoin de faire de l'humour? Bah, l'humour, c'est un médium, c'est un moyen. C'est pas du tout une fin pour moi, mais c'est juste quelque chose que je maîtrise pour dire ce que je pense ou pour dire des choses ou pour réfléchir en fait. Et donc ça allège un propos qui du coup peut s'adresser à beaucoup de monde, mais c'est pas une fin. Le but n'est pas de faire rire les gens, le but est d'utiliser le rire pour réfléchir à d'autres choses ou pour apporter d'autres choses. Parce que tu vois, enfin, encore une fois, dans la même interview, je pense, tu parlais de ta mission, tu as prononcé le mot mission, tu vois, sur moi, mon but, c'est de faire réfléchir des gens qui n'auraient pas réfléchi à ces sujets-là, parce que c'est beaucoup de sujets d'actualité qui nous touchent au quotidien, de politique et tout. Et moi, je le vois, tu vois, genre, je regarde tout ce que tu fais. À chaque fois, je suis là, genre, j'aurais jamais pris le temps de rentrer dans ce sujet-là si ça n'avait pas été allégé par l'humour, justement. Ouais. Et tu disais, mon but, c'est un peu de passer la balle aux profs pour qu'ils éduquent sur les sujets. Oui, les profs ou d'autres gens, ouais. ou des sociologues, ou des philosophes, enfin que les gens en fait en sortant de la salle se disent j'ai envie de me renseigner sur ce sujet-là parce que celui-là il m'a touché particulièrement et que ça leur paraisse moins une montagne parce que je l'ai un peu épluché quoi. Et ça, c'est un but ou c'est juste un effet secondaire de ce que tu fais? Non, c'est un but. C'est un but parce que je pense que l'humour c'est juste une émotion. Qui dit émotion dit que notre cerveau retient pas la même façon. En fait, quand on a une émotion sur quelque chose, on s'y intéresse pas de la même façon et quand on va en reparler différemment.
si on en parle froidement et qu'il faut apprendre froidement quelque chose, on a tendance à l'oublier très vite. C'est ce qui se passe avec l'école, on l'a oublié. Mais les moments de l'école où on a eu des émotions, on s'en souvient assez particulièrement. Donc, le rire étant une émotion qui est plaisante et qui moi me plaît, et forcément il y a la sensation de risquer de faire un bide ou de faire rire, etc. Ça fait que ça devient un moyen et peut-être qu'en riant ensemble sur un sujet particulier, les gens s'ouvrent à en parler après, quoi. Comment cette émotion en tant qu'humoriste et quand tu montes sur scène, elle est pas. Enfin, les gens pensent souvent que c'est juste monter sur scène et être drôle. Comment tu travailles tes spectacles entre les rodages, l'écriture Ça reste monter sur scène et être drôle quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je dis souvent moi que c'est pas un art que je pratique, c'est plus de l'artisanat parce qu'il y a quand même une nécessité d'efficacité. Je compare à l'artisan qui doit faire un escalier, il peut faire un escalier aussi beau qu'il veut, on a besoin que cet escalier soit fonctionnel. Un artiste peut faire un escalier qui est exposé dans un musée, qui est totalement alambiqué, sur lequel personne ne montera jamais. Nous, on a une nécessité quand même en tant qu'humoriste de faire rire. Et donc, je cherche toujours quand même, est-ce que le rire arrive assez vite? Est-ce que les gens vont être satisfaits par le fait qu'ils viennent chercher cette émotion-là? Et alors, comment je travaille? En général, il y a des sujets qui me touchent. Et ces sujets-là, je pressens qu'il y a quelque chose à développer dans des angles alambiqués ou dans des manières de les amener qui vont être un peu surprenantes et qui vont pouvoir amener les rires éventuellement. Et après, peut-être que parfois je me plante et je vois que j'arrive pas à aller aussi fort et aussi haut que je voulais. Donc je les mets de côté ou je les reprends plus tard. Mais la question c'est comment je travaille. C'est beaucoup d'idées au départ qui sont notées un peu partout, mal rangées, que je relis régulièrement. Ces idées elles viennent de partout. Ça peut être de la vie, ça peut être des livres, ça peut être de l'actualité, ça peut être du moment où on va. Et tu notes à chaque fois. Genre dès que tu as une idée, tu la notes pour pouvoir y revenir plus tard. Oui. Enfin, j'essaie dans la mesure du possible. Il y en a forcément que j'oublie. Mais voilà, je la note et après j'y reviens. Et quand il y en a qui me parlent, à certains moments, il y en a qui me parlent plus que d'autres. Enfin, c'est possible qu'il y en ait une qui me parle pas du tout pendant 2 ans. Et un jour, je reviens dessus, je fais pas mal en fait. Et donc je la redéveloppe et puis je vois un peu où ça va. Et puis après, alors en tant qu'humoriste, moi ce que je fais, c'est que j'écris un premier jet, je vais le jouer, je m'enregistre et le lendemain matin, je retouche mon texte avec l'esprit critique du matin. Parce qu'on est plus fatigué le soir et on est plus relâché, quoi, mais le matin on est plus tendu, je pense. Enfin, plus alerte. Et donc je retouche, et puis je réessaie, et puis je retouche, et puis je réessaie, et puis c'est un aller-retour sans cesse entre la scène et le texte, quoi. Ok, ouais, c'est un truc que j'ai découvert récemment sur tous les stand-uppers où je pensais vraiment que c'était juste t'y vas et soit t'es bon, soit t'es pas bon, mais il y a un véritable travail derrière, quoi. Oui, je pense que c'est comme tout. Hein. Ouais. Bah ouais, mais il y en a qui sont talentueux et qui ont un don, et puis il y en a qui ont besoin de beaucoup de travail. T'es dans quelle catégorie, toi? Beaucoup de travail. Ouais, mais tout le monde dit ça. Genre, il y a personne qui vient et qui dit, moi, je suis trop talentueux, tu vois. Non, mais il y en a qui le sont, vraiment. Ouais. Il y en a qui ont des trucs, ils viennent sur scène, ils peuvent faire une impro, ils vont être drôles. T'en as vu? T'en as côtoyé? Bien sûr, bien sûr. Et c'est quoi qui les différencie? Je sais pas. Tu sais pas? C'est juste leur personnalité. C'est comme si on parle de Ronaldo et Messi. Messi, il a le don, et Ronaldo, c'est un gros travailleur, quoi. Donc c'est différentes approches, mais on peut avoir un don pour le travail aussi. Enfin, il y en a qui savent très bien travailler et qui ont ce courage-là, et puis d'autres qui ont juste une faculté qui sort d'on ne sait où. Et parfois, quand on a une telle faculté innée qu'on a à peine besoin de travailler. Donc ça peut être un mal pour un bien ou un bien pour un mal. Hein. Ceux qui travaillent beaucoup, ils regardent. Enfin, moi, je regarde ceux qui sont talentueux avec envie, et ceux qui sont talentueux, ils me regardent avec envie parce qu'ils voient que j'arrive à beaucoup travailler. Donc, c'est complémentaire et à la fois, il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus, quoi. Ouais, c'est juste apprendre à se connaître soi-même et choisir de faire ce que tu veux. Exactement. Il y en a qui ont besoin de toute façon d'être dans quelque chose de très relâché, et d'autres qui ont besoin de beaucoup maîtriser. Mais je pense que, il faut tout, et les deux s'apportent mutuellement et apportent pas la même chose au public aussi. Ouais, sur cette notion de travail,
Justement, j'ai regardé plein d'interviews de toi et tout, genre encore hier, tu vois, genre ça me fait marrer parce que d'habitude je regardais tes spectacles, beaucoup, et hier j'ai regardé ta partie personnage public, sérieuse, la partie sérieuse, tu vois, pas drôle, où tu t'es invité sur les plateaux télé, etc. Quand tu vas en radio ou en télé ou des trucs comme ça, tu vas en tant qu'humoriste ou tu vas en tant que personne? J'essaie d'y aller en tant qu'humoriste, donc et de donner un minimum mon avis, même si on me le demande. Mais j'essaie que ça reste en lien avec la scène et de pas m'engouffrer dans des choses qui sont typiquement, ce qui s'est passé avec... qui sont personnelles, quoi. J'ai oublié son nom, mais sur la polémique du voile, là. Sud Radio, ouais. Ouais, Sud Radio. Ouais. C'est un truc où tout d'un coup, tu te retrouves... Enfin, tu t'en parles aussi en spectacle, quoi. Tout d'un coup, tu te retrouves dans une position qui est pas la tienne. Bah oui, mais en fait, là, justement, pendant toute l'interview, j'essaie de rester humoriste, en fait. Donc, je suis plutôt cool, plutôt souriant. Et en fait, il y a très peu de choses qui me pose vraiment problème dans la pensée. Moi, je m'en fiche de ce que le gars y pense. Mais ce que je veux, c'est que... Ce qui m'agace davantage dans ce que lui me dit, c'est qu'en fait, il n'a pas travaillé. Ouais. En vrai, c'est ça. Alors que c'est son job, ouais. C'est son travail. Ouais. Donc, qu'il dise ce qu'il veut, très bien, mais ce qui me dérange, c'est toute sa démarche et son processus de pensée qui est totalement vide et totalement alambiqué. C'est ça qui me dérange. Donc voilà, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais la discussion, elle doit se poser sur quelque chose de tangible, sauf que si tu es face à quelqu'un qui a de la mauvaise foi, et c'est pour ça que je reste souriant, parce que dans cette interview, dans cette polémique, c'est même pas une interview, c'est une polémique. Ouais. Moi, il me fait plus rire qu'autre chose, quoi. Et je préfère rester à ma position d'humoriste en étant souriant et rieur plutôt que de me m'engouffrer à fond avec passion dans un sujet qui est voué à l'échec de toute façon parce qu'il a une pensée qui n'est pas fondée. Et ça, c'est un truc... tu parles pas mal aussi dans ce que j'ai pu regarder d'adversité, genre du fait que l'adversité te fait grandir et que tu as envie de montrer aux gens que tu as raison, enfin pas que tu as raison, mais que pour toi ça marche et que tu peux faire ton chemin. Ouais. C'est une capacité que tu travailles ou c'est une capacité qui est naturelle chez toi de juste dire je fais mon truc, quoi? Je pense pas que ce soit naturel, mais je pense pas que ce soit moi qui le travaille. Je pense que ça s'impose à toi, en fait. Je pense que ça s'impose et que à un moment, pour ta survie, enfin, non mais c'est un grand mot, mais pour ta survie artistique ou la survie de tes idées ou la survie de tes convictions, tu es obligé de faire face. Et en fait, pour moi, c'est une énergie de plus. La colère, c'est une émotion et c'est une énergie qui te permet de te dire que si tu es en colère, mets-la dans le travail et venge-toi dans le travail. Et puis ceux qui t'ont mis en colère un jour verront que tu t'en es sorti malgré ce qu'ils ont pu croire de toi ou ce qu'ils ont pu conclure trop vite, quoi. Donc je pense que l'adversité, de toute façon, c'est quelque chose de positif, l'adversité. Quelle que soit la discipline, s'il n'y a pas de résistance, c'est pas très intéressant, en fait. On n'a pas envie d'aller plus loin. Si c'est trop facile, on n'a pas envie d'aller plus loin. C'est davantage les difficultés qui nous animent, quoi. Parce que chercher des solutions, faire marcher son cerveau ou son corps pour aller face aux contraintes, enfin faire face aux contraintes, c'est ça qui nous procure des sensations, quoi. Toute cette adversité, tu la gères pas tout seul? Non. Genre, tu as toute une équipe autour de toi? Ouais. Vous êtes combien en tout à peu près? C'est variable, mais je dirais qu'on est en noyau dur, on est 3. Noyau dur. Ma productrice qui est ma femme et mon metteur en scène qui est mon ami d'enfance. Ok. C'est tous les 3 qu'on a vraiment résisté un peu à ce à quoi on croyait. Contre quoi? Contre la tendance, quoi. Il y a les tendances et puis il y a ce en quoi toi tu crois et tu dis mais ça c'est bien et on te dit ouais mais c'est pas la tendance, pourquoi tu fais ça, c'est bizarre de faire ça. Et en fait il y a eu une période où
quand tu fais de l'humour où on ne sait pas trop si c'est de l'humour politique ou du stand-up où je faisais aussi un peu de personnage, c'était un peu hybride, c'était un truc qui ressemblait à pas grand-chose. Et on n'était pas validé, quoi. Ouais. Et ton but c'était d'être validé du coup en tant qu'artisan ou c'était Non, juste, mon but c'était de trouver le public. Ok. Validé par le milieu, on s'en fiche. Ok. Le public il s'en fout du milieu en fait. Ouais. Le public s'en fout que tu sois validé, qu'un tel dise que c'est bien et tout. Ça c'est les gens qui ont besoin d'avis de gens importants pour penser. Ça sert à rien. L'important c'est d'avoir du monde dans sa salle. C'est le plus important. C'est le public qui décide toujours, au final. T'as vu ça au Jamel Comedy Club, par exemple? C'est-à-dire? Genre le fait que t'es entouré de plein de gens, plus ou moins avec du succès et... Non, j'ai pas vu ça parce que... Ça s'est passé comment, en fait? Quand je suis arrivé au Jamel Comedy Club, j'avais déjà trouvé cet angle qui faisait que... T'avais déjà ton public, en fait? Ouais, j'avais déjà Ok. un public qui commençait à monter et je suis arrivé assez tardivement dans ma progression au Jamel Comedy Club. C'est pas au Jamel Comedy Club que j'ai progressé. Ouais, ok. Sur ça fait un bon tremplin à un moment. J'étais à peu près prêt, quoi. Ouais, d'accord. Et toute cette phase de préparation, du coup, ça ressemble à quoi? Genre vous êtes 3 et Ça tu fais ressemble des scènes ça ressemble à des répétitions dans des parcs parce que t'as pas de salle. Ça ressemble à tu vas jouer et le soir même tu fais des retours jusqu'à pas d'heure, jusqu'à 2h du mat et le lendemain tu réécris et tu rejoues le soir d'après, tu as changé 5 minutes ou 10 minutes de ton spectacle et voilà, et ça fonctionne et tout et donc tu jettes et tu rejoues, etc. C'est très intéressant à faire, c'est très fatigant mais c'est vraiment une période où tu cherches plein de choses et tu tentes plein de trucs et il y a plein de trucs qui ratent et d'autres qui réussissent et puis petit à petit ceux qui ratent tu les mets de côté. Et le spectacle a changé à 95%, quoi. Ouais. Même 99%. Ça a pris combien de temps, à peu près, cette phase-là? J'ai commencé à vraiment écrire en 2013. J'ai commencé à vraiment jouer régulièrement en 2015. Et 2016, c'était prêt, quoi. Attends, Donc, et entre 2013 et 2015, tu fais que écrire? Non, t'écris, tu joues un petit peu. Je pouvais pas jouer beaucoup parce que j'habitais à Toulouse à l'époque et il n'y avait pas beaucoup de scènes. Mais dès que tu joues, tu réécris et tu retravailles, tu répètes et tu rejoues et tu réécris. Okay, ouais. C'est des allers-retours. Mais et voilà, de 2013 à 2016, c'est du travail de réécriture sans cesse. Et après, de 2016 à aujourd'hui, je rajoute encore des choses et je modifie encore des choses. Ouais, tu bâtis, tu construis sur oui, la base puis que entre tu as les deux, déjà... il y a eu d'autres spectacles que j'ai fait, des spectacles éphémères. Donc c'est de l'écriture perpétuelle. Hein. C'est vraiment, enfin moi en tout cas, j'ai besoin d'être toujours actif là-dessus, quoi. Et c'est un truc que tu kiffes faire, quoi. Ouais, j'adore. Vraiment, c'est quand le temps me manque et que j'ai pas le temps d'écrire, ça me manque vraiment, quoi. C'est comme un sportif qui va courir tous les jours. Ouais. Vraiment, ça lui manque, quoi. Ça te permet de rester concentré, ça te fait quoi? Genre, quand tu pratiques? Non, c'est pas que ça me permet de rester concentré, ce sont des sensations de trouver une bonne idée, de réussir à bien la tourner, d'être fier de son truc et d'aller jouer d'ailleurs ou pas. Hein. Parfois, il y a plein de trucs que je joue pas, mais voilà, développer une idée, et sentir qu'on a réussi à aller au bout du truc et qu'on a réussi à l'officialiser pour quelqu'un qui devrait la lire un jour ou la voir un jour, que ce soit sur scène ou dans un livre ou dans un film. Donc, finalement, ça importe pas tant que ça, si ça marche ou ça marche pas? Ah si, ça importe quand même, parce que si ça marche, ça veut dire qu'elle est comprise. Ouais, ok. Si ça fonctionne pas, ça veut dire que la personne, ça c'est pas arrivé jusqu'au bout de son cerveau, quoi. Ouais. Ça s'est arrêté à un endroit. Donc il y a quand même la tournure qui est importante et le fait de réussir à faire rire, ça prouve que tu as réussi à trouver l'absurdité de ton idée ou tu as réussi à l'amener avec un angle différent et surprenant, quoi. Qu'est-ce qui fait que... Comment
enfin, ça me paraît long, moi, de 2013 à 2015, à essayer de trouver des trucs. Comment tu... Ah, mais c'est rien. C'est rien? Non, c'est rien. Avant ça, il y a l'impro, avant ça, il y a la danse. Ouais. Quand je suis étudiant, j'écris un petit spectacle aussi que je joue une vingtaine de fois. C'est rien. C'est 2013 à 2015. Je parle de la période de recherche pour écrire le premier spectacle que je joue vraiment officiellement. Mais avant ça, j'ai écrit des spectacles qui ont jamais été joués, qui sont restés dans les carnets, et que j'ai relus d'ailleurs il n'y a pas très longtemps et qui sont médiocres, vraiment. Donc c'est rien, 2 ans c'est rien. Pour moi, Et tu faisais quoi pendant ce temps-là? Tu bossais? Ouais, je faisais des faisais formations. Du coup des formations, ouais. Ouais. Et tu faisais ça sur le côté, quoi. Ouais. Et ouais, du coup, juste tu kiffais, c'était ta passion, et à un moment ça a switché et tu t'es dit là je vais m'y mettre sérieusement. Ça s'est fait progressivement parce qu'avec l'entreprise, les formations d'entreprise, j'avais un emploi du temps qui s'aménageait et puis petit à petit il a diminué. Au niveau des formations, il a augmenté au niveau du spectacle. Donc ça s'est fait progressivement, il n'y a pas eu un switch genre j'arrête tout et je me lance. Mais 2 ans, c'est rien pour trouver son personnage, pour trouver son ton, son flow. Ça met 10 ans. Ok. Ouais. Ah ouais. C'est vrai parce que genre l'autre jour j'ai regardé ta conclusion du TEDx Paris sur la slow life et tous ces trucs-là. Et j'ai trouvé ça très rassurant. Parce que en tant qu'entrepreneur, quoi, il y a tout le temps la course, la pression, il faut aller le plus vite possible, etc. Ouais. Et effectivement, par l'humour, tu dédramatisais un peu tout ça, genre allez-y, prenez votre temps. Toi, tu prends ton temps ou tu cours? Moi, je cours. Hein. En fait, le problème, c'est que si j'ai un projet, si je le fais pas maintenant, il sera remplacé par un autre. Parce que tu as trop d'idées? J'ai trop d'envie, peut-être. Je sais pas si j'ai trop d'idées, je pense pas qu'on peut avoir trop d'idées, mais j'ai trop d'envie et une envie peut vite passer au profit d'une autre. Et donc si je la réalise pas maintenant, c'est sûr que je la mettrai de côté. Genre t'as des moments où ça t'arrive justement en cours de projet te dire ah bah non j'ai une autre envie, je change ou... Oui. Ou t'arrives à aller jusqu'au bout quand même à la fois? Non, il y a des moments où je vais pas jusqu'au bout. Maintenant, moins quand même, parce que maintenant, je peux leur donner une possibilité de naître parce que je peux me faire aider par d'autres gens qui peuvent m'épauler pour les réaliser, quoi. Mais souvent, quand j'étais tout seul, ouais, bien sûr. Il y a plein de trucs qui sont restés à l'état d'idées sur un carnet, quoi. Toi, ton rôle dans l'organisation de votre équipe, en gros, c'est quoi? C'est juste écrire et proposer des idées, des concepts originaux que tu penses peuvent faire marrer les gens? Ou t'as aussi plus géré tout, enfin, c'est quoi ta place dans la gestion du projet en général en fait? Alors déjà, c'est comme si je fournissais la matière première à une usine. C'est le produit, quoi. Genre au final, ce que les gens consomment à la fin, le public, ce qu'ils consomment, c'est ça, quoi. C'est ça, mais c'est même la matière première, c'est toutes les idées. Je les fournis, ça passe dans une équipe qu'on pourrait considérer comme une machine qui va les trier et qui va les rationaliser. Okay. Moi, j'ai plein d'idées. Les rationaliser? C'est-à-dire que parfois j'ai une idée mais qui ne correspond pas à cette période-là, c'est trop tôt pour le faire, c'est pas le bon moment, il y a d'autres choses à faire, il y a d'autres priorités. Là je sors d'Edouard VII par exemple, donc j'ai passé 1 mois et demi là-bas, c'était 37 dates, à remplir c'est beaucoup, il faut faire de la com. Et si je commence à dire ah j'ai une idée, on va faire un truc, une idée de programme, je voudrais inviter cet auteur-là, parler avec lui. Bah, le gars qui travaille avec moi à la com, il va dire bah, calme-toi, là, on a une promo à faire. Donc moi je fournis beaucoup d'idées, mais potentiellement cette idée-là, enfin mes envies de rencontre avec des auteurs ou des philosophes et tout, ça peut être une idée qui est bien pour la suite, mais pour dans 2 ans, 3 ans, quand j'aurai plus de temps. Il y a un truc qui est assez chouette avec tout ton parcours et la distribution de tes spectacles, c'est que vous avez distribué complètement différemment de ce qui se faisait habituellement, en faisant des spectacles éphémères, comme tu disais tout à l'heure, qui étaient en ligne, on pouvait faire des dons au chapeau. C'est quoi l'intention qu'il y a derrière tout ça, cette façon de distribuer ton contenu?
Alors l'intention, c'est pas moi qui l'ai inventée. L'intention, elle est celle de ceux qui utilisent GNU Linux. Ouais. Moi, j'ai été hyper touché parce que c'était vers 2010, je crois, qu'on m'a montré Ubuntu. J'ai commencé à utiliser, on m'a expliqué le principe, on m'a expliqué le fait que les gens échangeaient beaucoup sur les forums et s'entraidaient beaucoup, ce qui fait que j'ai été aidé aussi pour mes débuts. Et l'open source, qui pour moi, ça devrait être l'avenir. Ça devrait être l'avenir, je ne sais pas si c'est l'avenir, mais ça devrait. Mais le fait que tu apportes et du fait que tu apportes 1 à 1000 personnes, si 1000 personnes apportent aussi 1, toi tu as 1000 en échange de 1. Donc j'apporte une solution à 1000 personnes, et ces 1000 personnes, comme elles sont contentes d'avoir cette solution-là, elles vont aussi apporter leur solution chacune. Et j'ai 1000 solutions pour une solution, ce qui est hyper rentable. C'est hyper rentable. Ouais. Et ça ne marche qu'avec une communauté. Ça marche que si en effet les gens sont passionnés. Ouais. Mais c'est pas de l'échange d'argent qui est en jeu, c'est de l'échange de savoir. Et j'en viens à la raison pour laquelle j'ai diffusé gratuitement, c'est que pour moi la culture ça devrait être pareil. Et je déplore le fait que la culture soit trop chère ou difficilement accessible ou verrouillée. Parce que très honnêtement, même si je donne un spectacle gratuit ou que je le donne au chapeau, sachant que le chapeau ne va pas du tout rentabiliser le spectacle, ou le spectacle d'une, mais la captation, la location du théâtre et tout, au final, je crée beaucoup plus de valeur que si potentiellement je l'avais mis payant. Ouais, c'est de la valeur qui n'est pas de l'argent. Comment ? C'est de la valeur qui n'est pas de l'argent du coup. C'est pas de l'argent, mais il y a beaucoup de gens qui sont touchés par le fait qu'on donne. Il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert par ça, donc ils ont eu envie de voir mon spectacle en live. Les gens qui sont touchés, ils ont envie de soutenir, donc ils donnent un peu au chapeau, mais qui donne au chapeau, c'est une chose, et c'est super, c'est une grande valeur en fait, même s'il n'y a pas beaucoup. Si tu as 1000 personnes qui donnent au chapeau, c'est déjà énorme, parce que c'est 1000 personnes qui disent « ouais, moi j'y vais ». Et puis surtout, c'est des gens qui ont envie de te suivre par la suite, qui ont envie que tu leur redonnes du contenu, qui ont potentiellement envie de te redonner. Et donc c'est un échange, et je pense qu'à terme, tu peux atteindre un projet rentable. Je suis peut-être utopique, mais de toute façon, ça restera rentable pour moi, parce que tout comme les musiciens, il y a beaucoup de musiciens qui ne vivent pas du streaming, mais qui vivent des scènes. Et moi, je vis de la scène. Donc je peux donner mon contenu gratuitement, c'est pas un problème, parce que je vis de la scène. Parce que t'as quand même un humour qui est assez subversif, quoi. Tu vas toujours titiller un peu dans les limites de ce qui est acceptable et ce qui l'est pas. Tu t'en fous complet. Tu dis juste ce que tu penses. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher, c'est de me lancer des défis d'écriture ou de pensée sur le fait d'aller chercher qu'est-ce qui est profondément humain, ou qu'est-ce qui est profondément qu'est-ce qu'on peut me reprocher moi en tant qu'humain sur un sujet. Donc il faut forcément aller chercher des sujets qui sont controversés, disons, pour réfléchir dessus et pour se dire où est-ce que moi je suis pas un idéal, ou est-ce que personne n'est idéal en fait, et comment on peut vivre avec ça, même si on a des pensées qui sont pas toujours les bonnes par rapport à la représentation il faut absolument bien penser tout ça, quoi. Parce que parfois tu as des pensées. En fait, en gros, ce que je veux dire, c'est pas très clair ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est que on fait pas exprès d'avoir nos pensées. Personne. Elles sont pas à toi. Exactement. Tu peux pas dire à quelqu'un pense pas ça, parce qu'une personne qui pense un truc, cette pensée, elle vient. C'est même une réflexion philosophique. C'est qu'est-ce qu'il pense en fait. Qu'est-ce qu'il pense? Est-ce que c'est moi qui pense? Ouais. Ou est-ce que c'est mon expérience Ou est-ce que c'est toutes mes perceptions qui font un complot et qui pensent toutes seules? Et donc, on est bloqué dans ce truc d'avoir l'impression qu'on est responsable de ses pensées, alors qu'on n'est pas forcément responsable de sa pensée. On est responsable du filtre de sa pensée et de la critique de sa pensée.
de ce que tu fais, en fait. Ce que tu dis, je suis en train de rentrer dans mes, non, c'est trop bien, dans mes lectures. Moi, j'adore, c'est trop bien. Genre, ça me fascine. Genre, je suis fasciné, par exemple, par la santé mentale, tu vois. Genre, je trouve que dans le milieu entrepreneurial il y en a pas beaucoup. Élargi, il y en a pas beaucoup, on n'en parle pas. Il y a cette espèce d'injonction à être fort, à cacher ses émotions, etc. J'adore que tu parles de danger. Tu dis, moi, ce que je pense, c'est pas dangereux, effectivement. Mais par contre, ça peut faire peur à des gens, tu vois. Moi, je pense même pas. Non. Je reste un blagueur. Hein. Je suis pas. Non, ça peut pas faire peur à des gens. Je suis pas insultant. Je suis pas. Il y a pas un public. Mon public est assez critique en plus. Hein. Ouais. J'ai pas un public derrière qui fait ouais, t'as raison. C'est hyper vrai ce que tu dis. C'est vrai ça. Non. Il rigole et j'essaie moi d'encourager à réfléchir quoi. Ouais. J'essaie d'encourager au moins à se dire que ce que je dis c'est con. Mais et souvent c'est des réflexions un peu connes sur un sujet sérieux quoi. T'as un rapport proche avec ton public ou c'est assez ouais. Ouais. Ça se manifeste comment? Bah enfin assez en même temps. Je fais pas de story en disant salut mes followers. Ouais. Et tout. Non, pour ça non. Mais j'ai un rapport proche parce que j'ai demandé par exemple des thèmes au public, parce que j'ai fait une tournée des barbecues où je suis allé chez les gens pour jouer, c'est un truc qui me faisait marrer, parce que j'ai envie de simplifier cette espèce d'état de... J'ai même pas envie de parler de mon public en fait, c'est pas mon public, ce sont des gens qui aiment bien à un moment ce que j'ai fait et si je peux échanger avec eux, tant mieux. Le temps me manque pour refaire des trucs type la tournée des barbecues et tout, c'est du temps qui me manque et c'est beaucoup d'énergie et tout. J'espère qu'un jour je pourrai le refaire, mais j'ai pas envie d'entretenir un truc de fan quoi. Ouais. Je préfère que les gens restent très critiques envers moi, comme ils seraient critiques avec n'importe qui de leur entourage, mais voilà, je préfère que les gens restent alertes quoi. Et si un jour je fais n'importe quoi, j'espère qu'ils suivront pas quoi. Ouais, tu disais ça dans une autre interview. Genre, c'est important d'avoir des proches qui te remettent en question constamment. Oui, complètement. Pourquoi? Bah parce que c'est le plus gros danger de croire qu'on est dans la bonne direction alors que nos proches n'osent pas nous dire qu'on prend la mauvaise direction. Ça arrive à beaucoup d'artistes de faire des mauvais choix, ça arrive à des sportifs de faire des mauvais choix. Toi, t'as été recentré? Non, pas vraiment. Pas vraiment, on est plutôt d'accord. Pourquoi c'est important du coup? Bah, c'est important parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Moi, j'estime pas que je suis pas un surhomme. Je peux avoir à un moment des trucs où j'ai un excès de confiance et je me dis mais si t'inquiète ça va marcher, c'est sûr ça va marcher machin. C'est pas. En fait pour l'instant j'en ai pas besoin parce que je m'en fiche que ça marche, que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. C'est pas très grave. Le but est pas là. Le but c'est que je sois fier de la création que j'ai faite. Mais peut-être qu'un jour on ne sait pas, sur un excès de confiance, tu peux t'enflammer et faire un mauvais choix. Voilà, c'est très difficile les choix artistiques, en fait. C'est vraiment très difficile. Pour rester bien aligné, c'est dur. Ça m'amène du coup à Pasquinade, qui est votre nouvelle plateforme sur laquelle tu distribues du contenu gratuitement. Ouais. Tu expliqueras peut-être mieux que moi ce qu'il y a comme intention derrière. Pasquinade, donc c'est un site sur lequel je diffuse du contenu vidéo de ce que j'ai fait. Donc il y a un spectacle qui s'appelle Internet, etc. Il y a un spectacle qui s'appelle En Vrac. Il y a des bonus et je demande aux gens de participer au chapeau s'ils ont envie qu'on continue. Ça, c'est la base du truc. La pasquinade, en fait, pourquoi ça s'appelle pasquinade? Parce que la pasquinade, c'est l'ancien mot pour dire la satire et le fait de faire des blagues. C'est une pasquinade. Et parce que ça m'agaçait qu'on dise stand-up et je me disais comment ça se fait qu'on n'avait pas un mot en français. Toi, en tant qu'humoriste, t'existes à travers le regard des gens? Enfin, ton personnage en tout cas? Ou je me trompe? Bien sûr. Dans quelle mesure c'est ça? Bah, moi, j'ai un personnage que je rends spectaculaire, dans le sens, je le mets en spectacle.
je mets en spectacle une partie de moi, quoi. Donc ma façon d'être, elle est extrapolée sur scène. C'est pas que moi, mais c'est une sorte de personnage qui me correspond, quoi. Il y a des parties de toi qu'on voit jamais? Oui, bien sûr. Lesquelles? Celle-ci, par exemple, là où je suis en train de te parler, je te parle très sérieusement et j'ai pas envie de faire de blagues et ça, je le fais pas sur scène. Sur scène, j'ai toujours le sourire ou le petit truc où on sait que je vais retomber sur une vanne et tout. Quand je parle avec les gens, j'ai pas du tout envie de faire des blagues. Dans la vie. Et les gens, ils te disent, t'es pas drôle? Non, grave. Ouais, beaucoup. Beaucoup, mais ça me. Non, mais je dis pas que je fais la gueule, mais c'est juste relou en soirée, quoi. Non, mais c'est juste que, non, mais vraiment, en plus, ce qui m'inspire, c'est pas des choses drôles, quoi. Ce qui m'inspire, c'est la discussion qu'on avait tout à l'heure sur qu'est-ce qu'ils pensent et tout, les réflexions philosophiques, ça, ce sont les trucs qui m'inspirent. C'est pas drôle du tout, c'est hyper chiant pour beaucoup, mais moi, j'adore ça et voilà. Et donc, ce que je suis sur scène, c'est un blagueur, mais dans la vie, je suis pas vraiment un blagueur. Ok. C'est un métier, enfin c'est mon métier, quoi. C'est pas. Ouais, c'est vraiment tu kiffes écrire, quoi. Ouais, c'est les tournures, c'est le fait de manipuler le truc pour arriver à quelque chose auquel on s'attend pas, etc. Mais tu sais d'où ça vient? non, vraiment, c'est une fascination depuis tout petit pour les clowns, quoi, ceux qui font marrer, ceux qui nous manipulent et qui nous font retomber sur un mot, sur un truc. C'est ce qui fait que moi, très jeune, je regardais ça avec comme des dieux, quoi. Je me disais, c'est génial ce qu'ils disent. Quand je regardais Les Inconnus, les critiques qu'ils faisaient de la société, et en même temps, on se marrait alors qu'on était en primaire. Et qu'après, quand tu grandis, tu vois ce qu'ils disaient vraiment et tout. Je me disais, mais c'est trop fort, quoi. C'est trop fort d'être dans cette création-là, quoi. C'est ça qui me faisait marrer. C'est un truc auquel je réfléchissais l'autre jour aussi, sur l'âge de ton public. Ouais. Genre en fonction des gens que je peux regarder, je vois des humoristes qui ont des publics où c'est plus 13-14 ans, des humoristes où c'est beaucoup plus âgé. Toi, tu observes une catégorie de personnes dans ton public? Oui, quand même. Globalement, c'est de 25 à 40, je pense. Ouais. Globalement, mais après, les 25 et les 20-25 amènent souvent leurs parents. Ok. Et les parents ne rechignent pas à leur offrir des places pour venir me voir parce qu'en fait, je suis pas vulgaire. T'es pas quoi, pardon? Je suis pas vulgaire. Ouais, ok. Donc, ça leur pose pas de problème de venir en famille. C'est marrant, ça. Et comment tu sais ça? Ils me le disent. Ils te le disent, ouais? Ouais, ils me le disent. Tu leur parles beaucoup? Dans la mesure du possible, mais je reçois des messages, je les lis, je réponds pas à tout, je peux pas tout lire, et puis parfois je m'entretiens avec eux quand ils restent un peu, quand j'ai le temps de sortir de la salle et de prendre des photos avec eux et tout. Souvent ils sont venus en famille, ouais. Ouais. Donc tu apprends à les connaître aussi. Oui, c'est un objectif aussi de ma part de pouvoir faire marrer les parents et les enfants parce que je trouvais que quand j'étais petit, je trouvais que c'était quelque chose de fédérateur quand même de regarder un film marrant. Tu regardes Le Père Noël est une ordure en famille, je trouve ça vraiment bien, quoi. Je trouve que ce sont vraiment des bons moments de regarder une comédie qui est transgénérationnelle, quoi. Ce qui est moins le cas pour les films dramatiques qui demandent plus de compréhension et qui n'ont pas les mêmes. Enfin, il n'y a pas plusieurs niveaux de dramaturgie, quoi. En général, il y a un truc triste dans un film et même si, enfin, tu regardes avec les enfants, mais ça peut être dur, etc. La comédie fait que tu peux réunir tout le monde, ça c'est sûr. Tu regardes Rabbi Jacob, par exemple, le gosse il va rigoler parce que la voiture elle est sur le bateau à l'envers, et le père il va rigoler parce que le gars il dit Salomon vous êtes juif. Ouais. Alors que l'enfant il comprend pas du tout Salomon vous êtes juif. Ouais. Mais il y a les deux niveaux, quoi. Et moi ça me fascinait ça. Ça me fait penser à, c'est quoi les grosses leçons que tu as tirées de ta série que tu as faite avec Brut sur Peut-on rire de tout? Alors je voulais pas dire Peut-on rire de tout, c'était Comment rire avec tout le monde. Ok. Parce que j'en ai marre qu'on parle du rire d'eux. Au lieu d'associer le rire à la moquerie, on devrait parler de moquerie. Rire avec, ouais, ok. Et on devrait dire, enfin,
je joue sur les mots. On Ouais, mais tu fais que ça. Non, mais on dirait un tweeto super chiant. On dit pas dire rire d'eux, on dit rire avec. Super chiant. Non, en fait, je voulais. C'est pas ça. Je veux pas être chiant sur les expressions. Je voulais essayer de me détacher de cette question. Est-ce qu'on peut rire de tout? Parce que j'en ai marre qu'on me la pose cette question. J'aimerais qu'on la pose au public. On te la pose? Souvent, très souvent. Mais dans quel contexte? Les interviews avec les journalistes. Okay, ouais. Et pour moi, il n'y a pas que du rire d'eux. On rit d'un sujet. On rit d'un sujet, mais on rit pas forcément de gens. Si je me moque de la façon dont on parle du féminisme, ou si je me moque de la façon dont on parle du viol, ça ne veut pas dire que je me moque des victimes. Et donc, j'ai envie de rire avec les victimes sur le viol, en fait. J'ai envie de rire avec les victimes de harcèlement ou avec les féminismes sur la perception sociétale du féminisme en ce moment et comment il peut y avoir des dérives ou des dérives, que ce soit machiste ou féministe. Enfin, j'ai envie qu'on se remette ensemble à réfléchir, en fait. Et donc... ça, c'est ce qui t'a motivé à faire cette série? Oui, parce que j'en ai marre qu'on me pose cette question et j'en ai marre qu'on considère le rire comme quelque chose de négatif sans cesse. On dit jamais à quelqu'un, est-ce qu'on peut pleurer de tout? Parce qu'on choisit pas si on pleure ou pas, et de la même façon, on choisit pas si on rigole ou pas. Tu peux pas choisir, c'est comme la pensée, en fait. Ouais, c'est les émotions. T'es victime de tes émotions. S'il y a quelque chose qui te fait rire, ça te fait rire, et puis tant pis. Et on peut pas te juger en disant, t'as vu, t'as rigolé, t'es une mauvaise personne. C'est pas possible. Tu peux pas dire ça à quelqu'un. Dis ça à un enfant. Dis à un enfant, quand il est en classe, arrête de rigoler, il va encore plus rigoler. Parce que c'est ce qui nous fait marrer, en fait. C'est le fait que ce soit interdit. Donc, et plus c'est interdit, plus t'as envie. Donc, plus on interdit des rires, plus on a envie d'aller chercher le sujet. Donc, et plus ça donne l'impression en plus que le sujet est gravissime et qu'il faut surtout pas en parler et tout. C'est la pire des choses. Donc, je voulais renouer avec ça et je voulais aller voir les gens pour rassurer sur le fait que ces gens-là sont concernés par le sujet. Ce ne sont pas des humoristes. Et j'avais envie de leur poser la question, comment je fais pour rire avec vous et qu'est-ce qui va faire que moi je vais pouvoir me marrer avec vous? Et ça m'a apporté beaucoup personnellement et je pense que ça méritait même de faire des choses plus longues. Parfois j'étais un peu frustré par... Ça durait combien de temps, la vraie interview? On faisait 45 minutes. Ah ouais? Moi j'étais trop deg à chaque fois. Ouais, non mais c'était trop court, quoi. C'est les formats internet, quoi. Mais et ça apprend beaucoup de choses parce que ça m'a donné des arguments pour me défendre si jamais un jour il y a des gens qui me reprochent de dépasser les limites, quoi. Tout simplement, je pense que il y a plein de choses. Il y a un mec en fauteuil roulant qui m'a dit moi ce que je veux c'est que les gens aillent plus loin encore que ce qu'ils osent. Parce que plus on va loin, plus on sait que l'autre il a pas de problème avec. Plus je fais des blagues qui vont loin sur les handicapés, plus on sait que j'ai pas de problème avec ça. Ouais. Et puis on sait, et plus en plus je vais fort sur le handicap. En fait, l'idée c'est de se moquer du handicap, c'est pas de se moquer de la personne, c'est de se moquer de ce qu'elle a et de la faire marrer sur ce qu'elle a. Oui, il y a un côté libérateur au rire, en fait, ça t'arrive, t'as pas le choix. Mais bien sûr. Comme bien tes sûr. émotions, comme tes pensées. Il y a un côté résilience. D'ailleurs, j'en parlais avec une rabbin qui disait que les Juifs ont beaucoup d'humour sur ce qu'ils ont vécu parce que ça leur permet de faire face à l'adversité. Et ça peut s'appliquer à n'importe qui. Ça peut s'appliquer à toute personne qui a besoin de résilience. Voilà. En tout cas, ça m'a confirmé. Enfin, en fait, je suis allé poser la question aux gens si on pouvait rire avec eux, et ça a soulevé des problèmes sociétaux ou des questions sociétales qui étaient hyper riches et qui étaient au-delà de mes espérances. Quand j'ai parlé avec l'auteur congolais Alain Mabankou d'humour, il me disait l'humour en Afrique, c'est pris au sérieux, quoi. Les gens rigolent, mais les pouvoirs politiques prennent ça très au sérieux. Et c'est intéressant en fait, encore une fois, la question du rire devient un moyen, en fait, ça devient un moyen de découvrir des choses. Et j'espère que les gens, quand ils ont regardé cette série, ils se sont dit, il y a peut-être d'autres choses à dire sur
sur l'Afrique que de dire que de faire une imitation du papa africain qui confond les mots, etc. Il y a peut-être d'autres choses à dire, j'espère, mais honnêtement, je pense que l'impact il est vraiment très limité, mais le but c'est d'essayer de proposer autre chose et par la question du rire de traiter sociétalement de ce qui se passe, et notamment avec l'historienne des femmes qui disait que par le passé, c'était mal vu pour les femmes de rire. Et c'est intéressant de savoir ça, où ça permet de comprendre plein de choses sur notre société, quoi. Tout ça me fait réfléchir très fort à quel point ce que tu fais, c'est pas juste de l'humour, ça a quand même une portée beaucoup plus large dans ta tête, quoi. Ouais, bien sûr. Mais l'humour est un moyen. Ouais. Ça reste un moyen pour moi. Juste avant qu'on commence cette interview, on parlait d'un autre moyen qui était l'argent. Ouais. Aujourd'hui, toi, donc l'argent, tu le considères comme un carburant pour réaliser tes projets. Ouais. Et c'est quoi ton rapport par rapport à ça? En fait. Ok. C'est quoi ton rapport à l'argent, genre dans tout ça? Mon rapport à l'argent, il est Parce que c'est très tabou. Non, mais il est très distant. Moi, je suis très distant avec ça. J'ai pas beaucoup de besoins, en fait. J'ai vraiment pas beaucoup de besoins. Je suis très heureux avec des choses très simples. Moi, j'adore écrire. Moi, si mon ordi fonctionne, si Ubuntu fonctionne et que j'ai du thé, et que je suis dans un endroit agréable, tout va bien. Comme vraiment, j'ai pas de besoin particulier. Là où j'ai des besoins, j'ai besoin de liberté. Et si je gagne de l'argent, ça me permet de m'octroyer des libertés et de tenter des choses qui potentiellement, je peux me dire, ce sera pas rentable, mais je m'en fous. Et ça, c'est génial. Pour un artiste, je suis pas un artiste, mais pour un créateur, c'est trop bien. Parce que tu as envie de créer des trucs, mais exactement comme un inventeur. Un inventeur, je pense pas que sa motivation principale soit l'argent. Je pense qu'un vrai inventeur, il invente des trucs depuis qu'il est petit. Et un jour, tu lui dis, t'as un budget pour faire ça? Il fait, mais trop bien, je vais pouvoir construire une encore plus grosse machine. Et il va claquer le budget là-dedans. Et à un moment, il faudra probablement rentabiliser ce projet, mais lui, c'est plus son problème, en fait. Une fois que le truc est créé, il va dire à d'autres gens, vas-y, vends-le si tu veux, j'ai envie de faire autre chose. C'est vraiment ça. C'est cette espèce de... Moi, si tu me donnes aujourd'hui... si aujourd'hui, tu me donnes 3 millions, je te dis, on va faire un super film. On va tout claquer dans un film. Ouais, ok. Je vais écrire un truc, ça va être trop bien, voilà. C'est juste faire plus de toi, quoi. Ouais, c'est plus de quelque chose, je sais pas, mais voilà. Et ce film, s'il fait peu d'entrées, ce sera pas grave. Il y aura des gens qui auront travaillé dessus, ils auront été payés, et il y aura une création, et même si on s'est planté, au moins on aura fait fonctionner à un moment une économie, et on aura appris des trucs. Et voilà. Alors je dis pas qu'il faut toujours penser, il faut pas penser, on va pas du tout rentabiliser, etc. Mais faut pas que ce soit la motivation première. Faut que la motivation de rentabiliser, ce soit pour le prochain film, en fait. C'est bon, maintenant, il faut faire des entrées comme ça. Si on fait des entrées, on pourra faire un encore plus gros film. Et mettre encore plus d'effets spéciaux pour faire des blagues encore plus drôles. Mais c'est juste un entretien comme ça. Et vraiment, si tout s'arrête demain, j'ai aucun problème. C'est pas... Tu continuerais, en fait? Oui, je continuerai dans des salles de 50, quoi. Mais ouais. Si j'ai un jour une grosse polémique qui tombe et un truc qui fait que je peux plus jouer... Ça m'étonnerait, hein. Mais ça t'inquiète pas. Sauf si un jour Yann Moix devient président de la République. Mais non, mais j'aurais pas de problème. Mais si un jour tout devait s'arrêter, ça me poserait pas de problème. C'est pas un souci. Je ferais des petits trucs avec les moyens du bord, comme je fais aujourd'hui d'ailleurs. Mais voilà. Et d'ailleurs, je trouve que quand je dis en plus des budgets de films, des énormes budgets de films et tout. Je suis même pas sûr de pouvoir vraiment rentabiliser des trucs comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même le bricolage. C'est drôle. C'est comme si tu dis à un bricoleur qui est passionné de ça, bah maintenant c'est toi qui vas avoir juste les idées et il y a tout le monde qui va faire tout pour toi. Il va se dire bah ouais, mais je préfère quand même être actif. Et il y a quand même ce côté-là, quoi. Le côté artisanal, le côté
le côté un peu aventureux, raté, réussir parfois, mais surtout progresser, s'enrichir, tu vois. Mais voilà, moi, c'est ça, l'argent doit être un moyen et pas une fin. Et je pense que le drame de la culture ou du milieu artistique, c'est quand l'argent devient une fin. Ouais. Il faut absolument que ça reste un moyen. Mais ça, malheureusement, tout le monde l'a pas capté, quoi. T'as un rêve? Des rêves? Oui, j'ai un rêve. Ce serait un jour de faire un long voyage en bateau à voile. Ça me fait penser à l'interview d'Alpha One où il dit moi je veux juste m'acheter une douche, tu vois. Genre c'est concret quoi. C'est pas un grand rêve Non. métaphysique. Non. C'est un truc. Pourquoi tu le fais pas maintenant du coup? Parce que j'ai plein de trucs à faire et qu'il y a plein de gens qui sont avec moi sur des projets et tout ça. Ok. Mais ça viendra un jour. Hein, mais c'est un rêve qui est réalisable tout à fait. Enfin, je suis pas navigateur, j'ai pas de bateau. Ouais. Il y a un peu de taf avant quoi. Ah oui, mais je le ferai même pas tout seul, je pense pas. Ouais. Je suis même pas sûr que. Enfin. Moi, mon rêve, c'était de devenir cuisinier sur un cargo. Ok. À quelle époque? Bon, quand j'étais jeune, quoi, Ouais. à la vingtaine, quoi. Je me disais, cuisiner sur un cargo, ça doit même pas être cool, hein, ça se trouve, c'est vraiment chiant. Mais c'était une espèce de délire où je me disais, tu fais le tour du monde, tu t'arrêtes dans des ports, tu achètes les produits qu'il y a et tu dois faire avec la contrainte, tu dois cuisiner pour des gens. Et puis le reste du temps, tu lis ton bouquin sur le pont du cargo. Je sais pas, je trouve Ouais, ça... c'était une autre manière de faire ce que tu fais en fait. Créer et apprendre. Ouais, probablement, mais non, je sais pas, il y a un truc un peu romantique à voir le marin à travers les mers du Sud et tout, tu vois, le truc. Mais maintenant, écologiquement, un cargo, c'est pas top. Mais On n'a plus le droit de penser. plus droit, faut plus faire Ouais, ça. ouais. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, voilà. Je discutais un jour j'avais visité un voilier qui faisait le tour du monde. Il était accessible à la visite, il était amarré d'ailleurs au port de Bercy, je crois. Et le gars, il disait, quand tu arrives en voilier dans un endroit, les gens, ils t'acceptent beaucoup plus que si tu arrives en bateau à moteur. Et je trouve ça trop cool. Et c'est pareil quand tu fais du vélo. Moi, je me déplace beaucoup à vélo. J'avais fait un jour un voyage à vélo avec un pote. Et quand tu es à vélo, quand tu arrives dans un village, un bar, une maison, tu tapes à la porte, tu te demandes de l'eau et tout. Les gens, ils sont hyper contents de voir que ils veulent savoir d'où tu viens, où tu vas à vélo, par où tu passes, etc. Ils te donnent des conseils. Et donc, il y a un rapport qui est différent au monde, je pense, quand tu as un moteur ou quand tu n'as pas de moteur. Mais non, si tu veux, l'idée de passer 3 semaines en mer à rien, avec rien devant et juste il faut que j'avance quelques livres en plus, donc ça me permettrait d'avancer mes bouquins. Tu pêches un peu, rien. C'est un rêve. Et limite, peut-être qu'il faut le faire le plus tard possible pour que ça reste un rêve, quoi. Ok. Je sais pas, hein, c'est bien d'avoir un rêve. Hein. Ouais. Je suis pas sûr que je le réaliserai un jour, mais voilà. Mais c'est intéressant de voir à quel point ton rêve est décorrélé de ce que tu fais maintenant. Ouais, parce que ce que je fais, c'est mon métier en fait. Ouais. Je considère que c'est ma passion, c'est mon métier, c'est très bien, mais il faut se dire que la vie à côté, elle continue et c'est pas le plus important. Hein. En vrai, les blagues, ça reste quand même, ça reste accessoire, quoi. Je suis pas chirurgien, quoi, tu vois. Mais donc, que j'arrête de faire des blagues demain, ça va pas manquer au monde, quoi. Ça te manquerait à toi? Oui, probablement, mais je continuerai à en faire pour un petit public. Mais pour les anniversaires et les enterrements. Mais ouais, c'est fascinant parce que je cherche la réponse à la question comment on fait pour dissocier sa vision de son exécution, tu vois. Et ça me paraît hyper sain en fait. Genre t'as juste un rêve qui est ailleurs, qui est autre chose, et toi tu fais ton truc quoi.
Ouais, bien sûr, mais c'est. En fait, tu le fais parce que moi, je fais vraiment ça parce que c'est la seule chose que je sais faire. C'est la chose que je fais le mieux et c'est un peu ma place là, quoi. Là, j'ai trouvé ma place et c'est pour ça que je suis heureux. Hein. Trouver sa place dans le monde, c'est vraiment une source de bonheur. Se dire, c'est ça que je sais bien faire et tu peux le faire et on te donne les moyens de le faire, c'est trop bien. Y a rien de mieux, quoi. Donc tant mieux pour ça. Maintenant, faut quand même relativiser. Le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est tes proches, la santé, manger, dormir. C'est vraiment ça. Quand tu voyages, tu t'en aperçois. Hein. Quand tu voyages, ton seul but, c'est de savoir où est-ce que tu vas manger, où est-ce que tu vas dormir. C'est juste ça. Et quel que soit, enfin, quand je dis quand tu voyages, quand tu voyages vraiment, quand tu te déplaces vraiment. Mais voilà, le reste. Mais après, c'est lié en plus à la philosophie, c'est essayer de désirer ce qu'on a, quoi. Ouais. Ça a du sens, ouais. Ça te permet de te concentrer sur le présent et d'être là et voilà, exactement. Et de pas être tout le temps désire ce que tu as, exactement. Donc ce rêve, il n'est pas inatteignable. Je pense que un jour je le réaliserai. Peut-être que je le réaliserai plusieurs fois et tout, mais voilà, j'avais un autre objectif. C'était pas un rêve, mais j'avais un autre objectif, un truc qui me fascinait, c'était la chasse sous-marine et j'en ai fait l'année dernière. Au harpon. Ouais. Et ça me fascinait et grâce à un ami, j'ai pu le faire, j'ai pu le découvrir. Maintenant, j'ai envie vraiment d'en refaire et tout. Et ça, c'est totalement détaché de ce que je fais. Mais quand tu le fais, quand t'es dedans, t'es dans un environnement qui est pas le tien. Tu dois retenir ta respiration et tout. Tu te dis, mais tout ce que je fais à côté, c'est accessoire. Là, t'es vraiment dans la vie réelle, quoi. Ouais. C'est vraiment. T'es dans le moment hyper fort. Ouais, tu profites vraiment de ça et tu vois ce que c'est que l'océan et des choses qui sont beaucoup plus puissantes que toi. Et en plus, tu dois retenir ta respiration. Et ne serait-ce que remonter et reprendre sa respiration, tu te dis, mais c'est trop bien de respirer. L'air, c'est trop bien. L'air, c'est très, très, très bonne invention, l'air. Très, très bien joué. Ouais, c'est ça. Effectivement. Mais si tu veux, ça te ramène vraiment à des choses qui sont basiques, quoi. C'est vraiment basique, mais en fait, la plupart du temps, les bonheurs qu'on obtient sont très basiques, c'est très simple. C'est être avec ses amis dans un bon moment, voilà, à une température qui va, et c'est relativement simple. Hein. C'est pas et qui que ce soit. Hein. Tu peux t'acheter un yacht, etc. Si t'es tout seul sur ton yacht, tu vas t'emmerder. Le but, c'est que t'aies des proches qui soient un peu cool avec toi, quoi. Mais après, si t'as un yacht, tu vas peut-être pas avoir tous tes proches. Tu vas avoir des gratteurs, mais voilà. Donc c'est pas si compliqué, quoi. Moi, j'aime bien que les choses restent simples, mais j'aime bien aussi que mon humour reste simple, que ma scénographie reste simple. Que j'ai pas à dire à trois camions de venir pour quand je suis en tournée parce qu'il faut m'amener ce décor-là, ce décor. C'est pas grave, ça m'en fout, ça. Les blagues, c'est les blagues et c'est ça qui me va bien dans ce format-là. Tu prends un micro, tu fais des blagues et les gens sont contents et voilà, on a une relation très simple, quoi. Et la tournée des barbucks, c'était pareil. Tu me fais un barbecue, je viens jouer chez toi. Il y a rien de plus basique, quoi. Ouais. Donc c'est fais ce que tu sais faire parce que c'est kiffant d'être à ta place et profite. Ouais, mais bien sûr. Enfin, sans vouloir réduire tout ce qu'on vient de dire à bien deux sûr, phrases. Profiter, il y en a qui interprètent profiter comme faut profiter dans la vie. Prends de la coke. Ouais. Non, c'est pas ça, c'est être content de ce que t'as, quoi. Ouais. C'est désir ce que t'as, quoi. C'est vraiment une phrase. En fait, souvent on parle des épicuriens, de l'épicurisme ou de l'hédonisme, en disant je suis un hédoniste. Ouais, ceux qui font des orgies disent hédoniste, mais c'est pas ça du tout ce que disent les hédonistes, ou les épicuriens. Ils disent faut rationaliser le plaisir, c'est-à-dire que prendre plein de drogue parce que ça te fait plaisir, ça va t'apporter du malheur ensuite. Donc c'est un plaisir qui est factice. Eux, ce qu'ils disent, c'est désir des choses simples et travaille ce truc-là parce que le plaisir long est beaucoup plus intéressant. Donc,
par exemple, faire, je sais pas, se contenter de peu, en fait, te permet que quand tu te fasses plaisir, ça soit vraiment cool. Tu vois, si tu te fais tout le temps plaisir, au bout d'un moment, t'as plus de. Ouais, Si si t'es t'es tout le temps dans l'excès, ouais. t'as plus de plaisir. Donc c'est se contenter de ce qu'on a, se contenter et de la simplicité. Donc c'est essayer d'être le plus simple possible dans ses désirs, quoi. Bah écoute, merci beaucoup Bah, pour ce avec moment. plaisir. J'ai appris énormément de choses. Moi aussi. Et ouais, vraiment un grand merci. Cool, avec plaisir. À bientôt.